Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Mobiliser les jeunes parlementaires du Bénin autour des 60 jours de campagne vaccinale accélérée contre la Covid-19, c'est l'objectif visé par le ministre de la Santé en les rencontrant ce samedi. Nous en parlerons dans ce journal. 350 millions d'euros, c'est le montant de la dotation promis par Jean Castex aux hôpitaux universitaires de Strasbourg où le Premier ministre s'est rendu vendredi dernier. Les TUC sont dans la rue pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est une nouvelle manifestation contre la pauvreté. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de la Santé a rencontré samedi dernier les jeunes parlementaires du Bénin. L'objectif est de les mobiliser autour des 60 jours de campagne vaccinale accélérée contre la Covid-19 initiée par le gouvernement béninois. Compte rendu, Aimé Juste Defodji. Le Bénin continue de déployer son arsenal de lutte contre la COVID-19. Cette rencontre avec les 85 jeunes parlementaires du Bénin permettra de sensibiliser davantage les Béninois et particulièrement les jeunes à se faire vacciner contre la COVID-19. Une nécessité au vu des dégâts de cette pandémie. Le Bénin, à l'instar des pays de la sous-région et du monde, subit les affres de la dictature de ce fléau. Mais en même temps, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates à ces affres. J'espère que cet atelier nous permettra de consolider davantage nos connaissances grâce aux outils que nous allons acquérir. 4% de couverture vaccinale en début du mois de novembre, le Bénin est aujourd'hui à 12%, 3 semaines après le lancement de la campagne accélérée de vaccination. Plus d'1 million de Béninois vaccinés, une statistique qui est pourtant loin des objectifs du gouvernement. Et pour atteindre l'objectif de 40% de taux de couverture vaccinale avant 2022, l'implication des jeunes s'avère nécessaire. Benjamin Rompati espère compter désormais sur les jeunes parlementaires pour la mobilisation autour de la vaccination contre la COVID-19. Le défi majeur à relever donc pour cette campagne de vaccination est celui de la mobilisation des populations en vue de leur adhésion à la vaccination. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés des équipes du ministère de la Santé afin de mobiliser vos pairs, les jeunes, à se faire vacciner. Au cours des 3 vagues qui sont passées, particulièrement au cours de la dernière vague, nous avons eu beaucoup de jeunes qui sont partis malheureusement. Nous avons eu beaucoup de jeunes qui vivent aujourd'hui avec des séquelles. Nous avons eu des enfants qui sont malheureusement partis. Et il faudrait qu'ensemble nous puissions dire plus jamais ça. La vaccination est un geste d'amour, une manifestation du patriotisme, a laissé entendre Benjamin Rompati. La vaccination contre la COVID-19 est un acte d'amour. Je me répète, la vaccination contre la COVID-19 est un acte d'amour. Les vaccins contre la COVID-19 nous protègent et protègent nos proches. Les vaccins que nous utilisons sont sûrs et efficaces et ne devrait pas constituer un frein à la vaccination. Pour rappel, le Bénin dispose aujourd'hui d'une gamme variée de vaccins contre la COVID-19 disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit des vaccins AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson et Pfizer. Le groupe de réflexion alternative et
Perspective GRAP a organisé sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi une conférence sur le thème culture et droit au service du développement, retour sur la restitution des biens culturels. La conférence a connu la présence des universitaires. Clémence Tonoucoin pour le compte-rendu. Le groupe de réflexion alternative et perspective GRAP, en choisissant d'animer cette conférence un mois après la restitution des trésors royaux, vise deux objectifs. Il s'agit en premier d'éclairer les étudiants et ensuite relancer le débat autour de ce qui pourrait être l'avenir de cette restitution. Le professeur Roch Nyawi David, président du GRAP, justifie le choix du thème de la conférence. Vous savez, la question de la restitution a appelé forcément la mise en place de dispositifs législatifs en France et également au Bénin. Donc, vous ne pouvez pas écarter le droit. Et il y a des questions qui restent encore en suspens parce que nous ne voulons pas encore peut-être soulever des difficultés. Parce que vous savez, les biens sont partis. On fait plusieurs années et sont revenus. Ces biens ont été exposés dans des musées à l'étranger. Alors, forcément, il y a eu de l'argent gagné de l'autre côté, pour ainsi parler de façon, je dirais, terre à terre. Et maintenant que les biens sont revenus, qu'est-ce qu'on en a fait là-bas? Qu'est-ce que ça a rapporté à l'étranger? Est-ce que, quelque part, on ne peut pas parler d'indemnisation? C'est une réflexion juridique qu'il faut mener et que nous avons essayé donc d'évoquer. D'ailleurs, l'un des communicateurs a estimé que, comme il y a une injustice, le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait réparation. Mais ça doit faire l'objet de discussion, ça doit faire l'objet d'analyses approfondies et que chaque partie, enfin les deux parties, je veux dire... À l'issue des différentes communications animées par d'éminents professeurs, il ressort qu'il y a eu spoliation des biens. Mais les stratégies politiques et diplomatiques mises en place qui ont conduit à cette restitution donnent une certitude. La certitude, c'est cette restitution qui a commencé et qui débouche désormais sur cette révolution culturelle. La restitution en douceur dont on a parlé, on n'est pas allé dans un contentieux, mais on s'est compris avec l'État spolieur pour aujourd'hui, n'est-ce pas, démarrer une autre forme de développement de notre pays à travers notre culture, les biens culturels. On le dira, un nouveau paradigme de développement est enclenché. On le dira, le tourisme prendra davantage son essor au Bénin. La culture retrouve sa noblesse et les arts seront révélés davantage au Bénin. C'est donc la réappropriation de notre histoire que l'on retrouve dans cette certitude. Nous sommes désormais nous-mêmes. Étant donné que la restitution des biens culturels appelle plusieurs disciplines, les réflexions vont se poursuivre afin de mieux cerner les contours de cet événement. L'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF, a organisé une journée de sensibilisation sur l'éducation sexuelle. La dite sensibilisation s'est déroulée sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi à travers une causerie dénommée Atchakodi. Suivez. Éducation à la santé sexuelle en milieu universitaire, parlons-en. C'est la thématique de ce nouveau numéro de l'émission Atchakodi de l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF. Elle vise à instaurer le dialogue intergénérationnel entre les parents et les enfants sur le droit à la santé sexuelle et reproductive. De pouvoir mieux prendre des décisions en matière de sexualité et de pouvoir travailler leur ego pour échanger, discuter avec les parents. Parce que en matière de sexualité, il faut pouvoir comprendre beaucoup de choses. C'est quelque chose qui se vit depuis le bas âge jusqu'à la vieillesse. Donc, il ne faut pas qu'un coup de chemin, par mégarde ou par incompréhension, par naïveté, qu'on tombe dans les pièges de la sexualité et que notre vie soit fauchée. Pour l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, partenaire financier du programme, l'éducation sexuelle s'avère indispensable chez les jeunes.
Pour la diplomate, l'éducation sexuelle permet la prise de conscience et de responsabilité chez les jeunes, en l'occurrence les étudiants. Un jeune bien informé est un jeune qui peut prendre sa vie dans ses mains. Un jeune bien informé au niveau de sa sexualité peut en jouir et en même temps peut vraiment tout faire pour ne pas tomber enceinte, pas avoir des maladies sexuellement transmissibles et pouvoir aussi se maîtriser et respecter l'autre. Respecter surtout les filles, parce que dans la tradition, parfois, on ne respecte pas le non. Et c'est ça le plus important, c'est un oui ou un non. Et qu'un oui soit un oui clair et net, en plein amour, et un non soit un clair et net avec respect. Au vu des conséquences d'une sexualité banalisée, la meilleure solution est l'abstinence. C'est le message de Achille Sodegla, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. De dire à cette communauté estudiantine, beaucoup plus à cette couche très jeune, qu'on vit sa jeunesse, on l'expérimente, certes, mais les conséquences de cette jeunesse, les conséquences de cette expérimentation sont parfois vécues seules et qui nous suivent et qui nous poursuivent à vie. Et lorsqu'on tire de cela, lorsqu'on prend acte de cela, on a le droit de se dire oui, nous sommes ensemble. C'est un ami qui m'a conseillé d'aller à l'AT, c'est un frère qui m'a conseillé, qui soit en griffe un confident. Mais il faut que moi-même je me préserve, il faut que moi-même je me réserve parce que, après tout, c'est moi. La BPF, l'Association béninoise pour la promotion de la famille, a été créée en 1970. Elle a pour mission d'œuvrer à une meilleure qualité de vie de la population du Bénin à travers la défense des droits en santé sexuelle et reproductive. Le palais central de Houérondi a servi de cadre samedi à la consultation annuelle de UEFA 2022 sous la direction de Dada Kefa. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques. C'est à un collège de prêtres de Fa, encore appelé Bokono, conduit par Da Dissa, Wetchenou, Togbedi, Peignon, Degan, qu'est revenue la délicate et précieuse mission d'invocation, de lecture et d'interprétation des signes de l'oracle Fa de la République du Bénin pour l'année 2022. Ainsi, le Huifa affiche comme signe principal Aklan, Do Abla, Tula, Bogli, à droite, et Moulin, Tchoubé. À gauche, au signe secondaire, à en croire les interprétations du UEFA 2022, comporte quelques gènes de protestation au mouvement d'humeur qui exige des gouvernants une gestion sincère, attentive et humaniste. L'oracle recommande l'union entre les filles et fils du pays. Il est donc interdit aux citoyens béninois d'éviter la curiosité et la cupidité. Le UEFA 2022 annonce également le risque d'une grosse humiliation pour ceux qui bafoueraient les recommandations. Hors du Bénin, à présent, 350 millions d'euros, c'est le montant de la dotation promis par Jean Castex aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, où le Premier ministre s'est rendu vendredi dernier. Des centaines de soignants s'étaient rassemblés peu avant son arrivée pour dénoncer, je cite, la mort programmée de l'hôpital. Le chef du gouvernement y a peut-être une part de responsabilité. Plus de précisions avec nos confrères de RT France. Les soignants étaient applaudis chaque soir au début de la pandémie. Aujourd'hui, l'hôpital public est à la limite du burn-out. En pleine crise sanitaire, 5700 lits ont été supprimés en 2020, poursuivant un processus enclenché depuis plusieurs années. Un lit sur 5 est aujourd'hui fermé dans les grands hôpitaux publics, faute de personnel. L'obligation vaccinale pour les professionnels de santé a certainement quelque chose à voir là-dedans. Moins de lits, moins de personnel, moins de moyens financiers, moins de tout sauf de malades, qui plus est en cette période de pandémie liée au Covid-19. Cette crise a révélé un savoir réel pour la prise en charge des patients, mais elle a aussi mis en lumière un certain nombre de difficultés. Un sous-investissement dans la santé,
Un nombre de personnes en nombre insuffisant. Un sous-investissement dans la santé, c'est l'aveu même du locataire de Matignon. Voilà ce que disait de lui son prédécesseur, Édouard Philippe, en avril 2020, lorsqu'il a chargé Jean Castex de mener un travail de réflexion sur les stratégies de déconfinement de la population. Un haut fonctionnaire qui connaît parfaitement le monde de la santé et qui est redoutable d'efficacité. Redoutable d'efficacité dans la casse de l'hôpital public, peut-être parce qu'avant d'être monsieur déconfinement et Premier ministre, Jean Castex était d'abord, entre 2006 et 2007, directeur de cabinet de Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé. Il a été le promoteur de la réforme de la tarification dite T2A. Elle a fait de l'hôpital une entreprise de production de soins. Avec elle, l'établissement ne reçoit plus de budget destiné à répondre à des besoins, mais est rémunéré d'après sa productivité. Ce système nécessite un gros travail de pédagogie. Il a le mérite d'obliger tous les établissements à se regarder avec lucidité. Tous les pays qui ont mis en œuvre ce type de tarification ont dû attendre 4 ou 5 ans avant que le modèle se stabilise. 10 ans après, l'état de l'hôpital public est bien plus dégradé. Et cette T2A en est l'un des maux les plus graves. En rémunérant les hôpitaux à l'acte, elle conduit les médecins à augmenter la cadence, à réduire la durée des consultations, voire à prescrire des soins pas toujours adaptés. L'adoption en 2004 de la tarification à l'activité est la réforme la plus structurante du secteur hospitalier depuis 30 ans. Elle a considérablement changé la prise en charge. On est en effet allé vers l'industrialisation de la médecine hospitalière, la T2A ayant été le principal levier de l'augmentation de la production. Mais là où c'est particulièrement pernicieux, c'est qu'au même moment, on a renforcé à l'hôpital la contrainte budgétaire, autrement dit, les mesures d'économie. Les directeurs d'hôpitaux vont donc comprimer les dépenses de personnel, qui représentent 65% des dépenses. Ensuite, ils augmentent l'activité. Les malades restent par conséquent hospitalisés le moins longtemps possible parce qu'il faut faire du chiffre, forcément au détriment de la qualité. Cela a mis le personnel dans des positions intenables. Transformer l'hôpital en usine à profit, forcé de constater que le projet ne fonctionne pas. Et cela, Emmanuel Macron l'avait déjà reconnu en 2018. L'hôpital est aujourd'hui étranglé par un système devenu comptable qui s'appelle la tarification à l'activité. Nous avons des services qui se vident, où il y a des gens qui sont là et qui ne devraient pas y rester parce que l'on fait des actes inutiles pour toucher justement la tarification à l'activité. Malgré cet aveu d'Emmanuel Macron, la T2A est toujours aussi présente. Aujourd'hui, le chef de l'État a même fait du promoteur de cette mesure le chef du gouvernement. Face à l'effondrement de l'hôpital public, l'exécutif a tenté de rectifier le tir avec le Ségur de la santé, un plan d'investissement de 19 milliards d'euros pour soutenir le système de santé. C'est beaucoup d'argent, pas sûr pour autant que cela suffise à terme. Emmanuel Macron boucle sa tournée des 26 capitales de l'Union européenne à Budapest. Il rencontre aujourd'hui le Premier ministre hongrois qu'il qualifie volontiers d'adversaire pour ce qui est des valeurs. Suivez le reportage de nos confrères de RT France. Emmanuel Macron joue les rassembleurs. En visite à Budapest, le président français va tenter de trouver un consensus sur plusieurs sujets avec Viktor Orban, comme la défense de l'UE, le nucléaire ou encore les investissements. Un défi de taille tant les deux hommes ont montré leur désaccord sur des thèmes tels que la gestion des flux migratoires ou la primauté du droit. Il est très clair que sur le sujet de l'état de droit, il y aura des désaccords. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais je pense que sur les sujets de souveraineté, sur les sujets de modèle de croissance, sur les sujets multiples que j'ai pu évoquer, il peut y avoir aussi une capacité à trouver des compromis utiles avec les 27. C'est d'ailleurs la condition pour avancer. C'est ce que nous avons aussi su faire à plusieurs reprises. Une main à demi tendue par le chef de l'État français, qui a néanmoins fait savoir par son entourage qu'il n'éluderait aucune question, alors que la communauté LGBT+ hongroise l'a récemment interpellé avant ce meeting avec Viktor Orban. Le chef de l'État rencontrera également des leaders de l'opposition du pays magyar, une manière de marquer ses différences avec le Premier ministre hongrois, qui de son côté s'est récemment affiché avec Marine Le Pen, leader du Rassemblement national et opposante d'Emmanuel Macron. Malgré cela, des deux côtés, on ne nie pas certains points de convergence, prérequis aux bases de ce partenariat. Reste à savoir quel compromis la présidence française des 27 trouvera avec les pays dits souverainistes de l'Union, d'autant qu'à l'approche de l'élection présidentielle dans l'Hexagone, les concessions de l'actuel locataire de l'Élysée pourraient être bien minces.
Je vous l'annonçais en titre, les Turcs sont dans la rue pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est une nouvelle manifestation contre la pauvreté. Des centaines de personnes ont dénoncé dimanche une hausse des prix de 20% sur les denrées alimentaires. Cette année, sur place, la monnaie locale a perdu 40% de ses valeurs. Marée rouge dans le centre de la capitale turque. Employés d'usines, du secteur du textile ou encore des fonctionnaires ont défilé côte à côte pour réclamer une nette amélioration de leurs conditions de vie dans un pays au coût devenu trop élevé. On se sent mal, c'est une telle pression psychologique. On n'a plus les moyens de s'occuper de nos foyers, de nos enfants. S'il vous plaît, qu'on nous entende. Qu'est-ce que l'on va devenir? Va-t-il falloir voler? Se battre? On ne s'en sort plus. Nous sommes 2 à travailler dans mon foyer. Un salaire sert au loyer et le second sert à payer les factures d'électricité, de gaz et d'eau. C'est vraiment dur de s'en sortir actuellement. Fatigué des hausses de prix et de la vie chère, trop c'est trop, peut-on lire sur cette pancarte. Avec des ménages les plus modestes confrontés à une faible valeur de la monnaie locale. À l'heure actuelle, la livre turque est à un bas niveau comparé à l'euro et au dollar, avantageant ainsi les exportations. Sauf que la Turquie est très dépendante aux importations, notamment du gaz, du pétrole ou encore du charbon. Les fameux produits de première nécessité augmentent donc et ces dernières semaines, les habitants se ruent vers les épiceries à bas prix et les bureaux de change. Je suis à la retraite et je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et parce que je n'arrive pas à joindre les deux bouts, qu'est-ce que je fais ? Les gens sont obligés de venir ici acheter du pain bon marché. Nous avons acheté une maison. Le dollar est en train de monter. Il ne nous reste qu'un peu d'argent et avec ça, j'achète des dollars pour pouvoir payer mes dettes. Un sentiment de panique face à un gouvernement intransigeant. Le président Recep Tayyip Erdogan a martelé ces derniers jours vouloir soutenir plus que jamais la production Made in Turkey par un plan, je cite, risqué mais correct. Nous serons toujours là pour les producteurs et les employeurs avec des taux d'intérêt bas. Nous commençons à appliquer des précautions pour protéger les travailleurs contre l'inflation. La Turquie a maintenant abandonné la politique monétaire basée sur des taux d'intérêt élevés qui ont fait stagner plusieurs pays en développement. Des manifestants plusieurs fois aux prises avec la police et qui ont réclamé également une augmentation du salaire minimum. Recep Tayyip Erdogan a confirmé une prochaine revalorisation à un niveau qui compensera les pertes, selon ses mots. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Les informations continuent sur nos plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.eden.tv. Bonsoir chez vous.